Déjà 2 heures qu'ils sont là. 2 heures à tenter l'impossible. 2 heures à affronter les vagues, le vent et le froid. 2 heures que la mer se refuse. En cette saison, elle est parfois plus dure, jamais meilleure. Plus grosse et plus rapide que les autres, il y a toujours une vague pour renverser la pirogue. Il faut pourtant faire vite. La mer grossit et la fatigue gagne les pêcheurs. Il y a de l'espoir. Oui, on va y arriver. Les premiers hommes qui passent la barre lèvent le poing en signe de victoire. Les autres commencent à s'inquiéter. Pour eux, la journée est peut-être perdue. Si on n'y arrive pas, il faut rentrer à la maison, se mettre au chaud et boire un café. Après, on va dans les champs pour cultiver la terre. Quand c'est comme ça, il n'y a pas d'argent à la maison. Et peut-être que ce soir, il n'y aura pas de riz à manger. Sur les 25 pêcheurs du village, 7 seulement ont réussi l'exploit. À moins de 100 mètres de la plage, ils peuvent jeter leur filet. Inutile d'aller plus loin, le poisson est là, tout près. Moi, j'ai essayé 6 fois, mais c'était impossible avec ce temps. Il fait très froid. Pour percer une mer comme celle-là, il faut de la chance. Et si tu n'as pas cette chance, il vaut mieux rentrer chez toi, à Salé. Moins de 2 heures plus tard, les premières pirogues rentrent déjà. À Salé, c'est comme ça. Il faut plus de temps pour franchir la barre que pour remplir son filet. Mulets, carangues, bonites, capitaines, certains ramènent parfois jusqu'à 40 kilos de poissons. Vite pêchés, vite vendus. Les acheteuses sont des femmes de paysans, venues de villages situés à 10 ou 20 km à l'intérieur des terres. Le poisson n'est pas pesé, mais vendu à la pièce. Les plus gros ont tous le même prix. Celui-ci change seulement tous les jours, selon la demande. Pour Gaston, la journée n'est pas très bonne. Ce matin, il n'a pêché qu'une quinzaine de kilos de petits mulets. Les clients savent à quelle heure on rentre, alors ils nous attendent sur la plage. Pour les gros poissons, il n'y a pas de problème, on les vend très vite. Pour les petits, il faut négocier, on les vend en tas. Moi, ce matin, j'ai vendu 300 francs le tas. 300 francs malgaches le tas, soit environ 1 franc français le kilo. C'est peu, mais suffisant pour Gaston. Surprise, quelques instants plus tard, une pirogue à voile et balancier accoste sur la plage de Salé. Ces pêcheurs ne sont pas d'ici, mais d'un village du nord. Ils sont à la dérive, mais bien décidés à rentrer chez eux, par tous les moyens. Le vent nous a surpris, c'est pour ça qu'on passe par là, pour rentrer vers le nord. On a beaucoup ramé, mais contre le vent, ce n'était plus possible. Alors on passe par la terre, ici à Salé.
Leur village est à 12 km au nord, mais ces hommes ne pousseront pas leur pirogue jusque-là. Ils n'ont en fait que quelques dunes à franchir pour gagner d'autres eaux. Karsalé est un village au milieu des eaux, situé sur une étroite langue de sable bordée par l'océan Indien à l'est et la lagune des Pangalan à l'ouest. Sur la lagune, un ponton de bois en guise de port. D'ici, les habitants de Salé peuvent facilement gagner les villages voisins. Mais d'ici surtout, avec un bon moteur, on peut aussi aller beaucoup plus loin. La côte est malgache est traversée par de nombreux fleuves et rivières. Descendant des montagnes, ces cours d'eau ont déposé là d'innombrables lacs et petits étangs, à quelques dizaines de mètres à peine de l'océan. Ces voies d'eau et les cyclones ont empêché ici la construction de véritables routes. La région est une des plus isolées du pays. La côte, elle, est dangereuse et la navigation y est très difficile. Au début du 19e, un roi malgache eut donc l'idée de creuser des canaux pour relier entre elles toutes ces étendues d'eau. Les travaux commencèrent en 1827 mais durent s'interrompre assez vite. Sous l'ère coloniale, le général Gallieni relança le projet. Au total, 150 km de canal ont été percés qui ont ouvert une voie navigable de 700 km de long. La France coloniale avait dépensé une fortune pour l'aménagement du canal des Pangalan. Les terres de cette région sont parmi les plus riches de l'île et de l'essor du canal dépendrait l'avenir de la colonie. Ici, à Andévorante, les colons avaient installé leur administration, la résidence du gouverneur, un hôpital, une poste, un collège. Les cyclones, le coût d'entretien du canal et la décolonisation ont eu raison de ce projet ambitieux. Andévorante n'est plus aujourd'hui qu'un village désœuvré entre mer et canal. Il n'y reste qu'un seul commerce, la boutique, tenue par une métisse chinoise. On y trouve un tout petit peu de tout, on s'y ennuie ferme, et nul ne sait quel jour ni quelle année la pendule s'est vraiment arrêtée. Le canal, lui, est bien là, un long trait bleu sur la carte, reliant les villages et leurs habitants. Son percement n'a été vraiment terminé qu'il y a une quinzaine d'années. Souvent embouché, mal entretenu, il permet néanmoins la circulation des bateaux de faible tonnage. François est un de ceux qui se sont lancés dans cette aventure. Chaque semaine, il sillonne la partie sud du canal sur près de 300 km, à la recherche de passagers et de marchandises à transporter. Avant, j'étais dans la pêche, mais ça ne marchait pas. Alors, j'ai décidé de faire du transport. Avec mes économies, je me suis acheté ce bateau. C'est un boulot tranquille, mais je ne fais pas ça par plaisir. Et je conduis moi-même, parce que le bateau et le moteur coûtent cher. Il faut en prendre soin. Parti ce matin de Vatoumandre, François et sa cargaison mettront 3 jours pour atteindre Mananjar au sud du canal. À son bord ce matin, 4 passagers plus Mami, le matelot, chargé de tous les travaux et notamment de la cuisine. Moi, je vais dans tous les petits villages le long du canal. Les commerçants me passent commande et je vais chercher à la ville tout ce dont ils ont besoin. S'il n'y avait pas ces bateaux, on ne pourrait pas faire de commerce. Mais parfois, c'est difficile. À certains endroits et selon la saison, il n'y a pas assez d'eau. Alors il faut décharger et porter les 2 ou 3 tonnes de marchandises et pousser le bateau. L'eau du canal est douce dans sa plus grande partie, mais saumâtre à l'embouchure des nombreux fleuves et rivières. Chaque village possède des pièges tendus sur le canal. Un homme seul suffit à les garder. Chaque piège fait vivre une ou plusieurs familles.
Ce piège-là appartient au vieux Razouel et son fils. Chaque jour, les deux hommes l'inspectent et relèvent la nasse. Razouel est un vrai marin d'eau douce, un grand séducteur paraît-il. Un vieux sage, sans âge, mais pas sans mémoire. Quand l'on monte là-bas, près de l'embouchure, les poissons entrent dans le canal et les pêcheurs de mer viennent jusqu'ici. Moi, je leur laisse. Je n'aime pas ce poisson-là. Un poisson d'eau salée n'est bon que s'il grandit dans le canal. Ce n'est pas pareil, vous savez, la mer et le canal. Oh, moi, je ne vais jamais là-bas. La mer, c'est comme une tombe. Si tu meurs en mer, on ne te retrouve plus. Et on ne peut même pas t'enterrer. Et puis ici, quand tu as froid, tu dis « il fait froid, je rentre ». Là-bas, tu ne peux rien faire. Et si tu te perds, il n'en reste plus rien. Adieu. Vous voulez savoir mon âge? On m'a déjà posé cette question. Normalement, j'ai 55 ans. Je suis né en 47. C'est ce qui est écrit sur ma carte d'identité, mais je n'y crois pas vraiment. Et puis quand je réfléchis, en 1947, j'étais déjà grand. J'avais déjà couché avec beaucoup de femmes. Non, je n'y crois pas à cette histoire. Grâce au canal, tout le monde ici peut manger à sa faim, ou presque. Et tous y participent. Les hommes, bien sûr, mais aussi les femmes et les enfants. Nous, on ne pêche que des petits poissons. On prend des carpes, des vilamènes. Maintenant, c'est l'automne. Il fait encore froid, mais on pêche toute l'année. Sauf en mai, juin, juillet. Là, il fait vraiment trop froid. Parfois, si on a de la chance, on attrape un poisson d'eau de mer qui se perd dans le canal. Quatre nouveaux passagers ont embarqué au dernier village. Tous sont maintenant allongés sur le tas de raffia, rangé au fond du bateau. À la proue, Mam s'active. Le riz est en train de cuire, le repas sera bientôt prêt. Je vais jusqu'au bout du canal avec le bateau, jusqu'à la ville. Et là, je prends un taxi brousse pour aller à Ambalavao. C'est à 350 km environ. Là-bas, j'achète des ébus. Ensuite, je ramène le troupeau à pied, je le vends et j'y retourne. Je fais ça une fois par mois. En fin d'après-midi, le bateau de François s'arrête à Mahanour. François a décidé d'y passer la nuit. Il espère y trouver du fret et quelques passagers pour continuer sa route. Sur la plage de Mahanour, plusieurs dizaines de pirogues. Une grosse communauté de pêcheurs vit dans les environs. Ces pirogues sont armées pour la haute mer. Par équipage de 3 ou 4, les hommes s'en vont toute la journée vers le sud, à près de 30 km. Le soir venu, les pirogues sont pleines et peinent pour rentrer. Ces pêcheurs-là ont de la chance, car une route vient ici, la piste nationale numéro 11. Elle seule a permis le développement de la petite cité. Praticable toute l'année, cette route est plus sûre et plus rapide que le canal. À Mahanour, le poisson se vend donc mieux qu'ailleurs. Les hommes sont du moins assurés de tout vendre et à bon prix. Pour cela, il leur suffit de se rendre chez Eric, au centre-ville, à 2 pas du marché. Originaire du nord de l'île, Eric s'est installé à Mahanour il y a 2 ans à peine.
Aujourd'hui, il est le seul collecteur de poissons sur tout le canal des Pengalans. Bien décidé à faire des affaires, il permet déjà à une quarantaine de familles de mieux vivre. Avant, au marché, le soir, il y avait du poisson qui ne se vendait pas. Les pêcheurs le jetaient ou le laissaient pourrir. Alors j'ai décidé de travailler avec eux et de les aider. Ils travaillent dur, loin en mer, et doivent rentrer jusqu'ici. Il faut les récompenser pour qu'ils ne se découragent pas. Moi, je leur achète au minimum 3000 francs le kilo. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup d'autres bons produits ici. Des bichiques, des crevettes. Il faudrait pouvoir les vendre. On ne peut pas passer par le canal pour ce genre de produit. C'est trop risqué. Souvent, le canal est bouché, et alors, adieu la marchandise. À chaque voyage, Eric peut expédier jusqu'à 200 kilos de poissons. Il aimerait bien faire plus, ce n'est pas le poisson qui manque. Mais il n'a hélas que 2 congélateurs et pas encore assez d'argent pour acheter le 3e. Depuis 2 jours, j'attendais un camion, mais il n'est pas venu. Alors, je suis obligé de l'envoyer par taxi brousse, car je dois faire de la place dans mes congélateurs. Emballé sommairement, le poisson voyagera sur le toit du taxi brousse pendant 10 heures minimum et en plein soleil. Mais si l'on en croit le patron, ça marche. En partant d'ici, le poisson est à une température de moins 22 degrés. Pendant le voyage, bien sûr, cette température monte. D'après moi, en arrivant, il est à moins 15, moins 14. On ne peut rien faire, c'est comme ça. Mais on peut alors le recongeler et le revendre plus tard. À Mahanour, François a refait le plein d'essence et acheté quelques provisions pour le voyage, du riz, des cigarettes. Un couple de paysans a embarqué ici et veut descendre vers le Grand Sud. Un commerçant a lui passé quelques commandes pour la semaine prochaine. Après le repas, le bateau a repris sa route. Au kilomètre 230, à la mi-journée, il s'engage dans un petit chenal, conduisant au village d'Ampanalan. François et son bateau sont attendus ici depuis 2 jours déjà. À peine arrivé, le cartable à la main, François s'en va retrouver le chef et les hommes du village. Tous sont là, près de la balance. 1 tonne de raffia, la récolte d'1 mois, attend d'être embarquée. Normalement, je complète la cargaison avec d'autres produits, du poivre, du café. Là, je n'ai que du raffia et je n'en ai trouvé qu'1 tonne. Il n'y a pas grand-chose. Ça dépend de la récolte et je dois passer au bon moment. Prochaine halte, le village de Salé, au centre du canal.
Une passagère doit y descendre, d'autres embarqueront peut-être. À cette heure, les hommes du village sont déjà rentrés de la pêche. Gaston est là, lui, sur le ponton. Le bateau de François ne vient ici à Salé qu'une fois par semaine, mais Gaston ne rate jamais son passage. Une route vient bien jusqu'ici, mais en cette saison, elle n'est guère praticable. Alors, grâce au canal, en 2 ou 3 jours, les habitants de Salé peuvent gagner les grandes villes à 200 km au nord ou au sud. Beaucoup y sont allés, beaucoup en sont revenus. Et on dit ici que le canal n'a finalement pas changé grand-chose à la vie du village. Pour vivre à Salé, il n'y a toujours que la pêche et le poisson se vend toujours aussi mal. Personne dans la région ne peut le payer au prix fort et il est impossible de l'expédier vers la ville. À Salé, les seuls poissons qui rapportent sont les requins. Ceux qui en pêchent peuvent se payer le voyage sur Tamatave, car les Chinois de la ville paient là-bas une fortune pour le moindre squale. Ça, c'est un filet à requin. De maille 60. Avec ce filet, on peut attraper des requins de 200 kilos au moins. Ce requin-là, je l'ai attrapé au mois de septembre 98. Il pesait 250 kilos. La chair m'a rapporté 750 000 francs. Avec l'aileron, il avait un bel aileron. Je l'ai vendu au total 1 200 000 francs. 1 200 francs français pour une prise hélas trop rare. Les jeunes du village voudraient gagner plus, et surtout plus souvent. Comme d'autres, Gaston a donc lui aussi tenté sa chance à la ville. Moi, je suis déjà allé à Tamatave. Là-bas, j'ai trouvé du travail. J'étais manœuvre sur les chantiers. Je portais du ciment et du sable. J'ai fait ça pendant 3 mois. Mais j'ai vu que je gagnais juste assez pour vivre. Alors je me suis révolté, j'ai quitté ce boulot. Avec l'argent que j'avais gagné, j'ai pu m'acheter ce filet et je suis revenu pêcher sur la terre de mes ancêtres. C'est un bon filet. Avec lui maintenant, je commence à m'en sortir, certains sont même jaloux. Gaston n'a pourtant pas renoncé à quitter son village. Il voudrait maintenant s'acheter un 2e filet, gagner plus d'argent et investir dans une voiture. Son rêve, conduire un taxi-brousse. Chauffeur de taxi-brousse, ça gagne pas mal d'argent. Et puis on peut rencontrer les filles facilement. Et surtout, je verrai du pays, je pourrai aller dans tous les coins. C'est pour ça que je veux faire ce métier. Gaston est célibataire et peut donc économiser tout l'argent qu'il gagne. Pressé d'avoir son taxi-brousse, il travaille beaucoup, toujours à pêcher, en mer ou sur le canal. À quelques kilomètres au sud de Salé coule le fleuve Mangouri. Ici, à son embouchure, l'eau est très salée en cette saison. Gaston le sait, c'est un bon coin pour les crevettes et les carangues. Quand la mer est mauvaise ou quand il fait trop froid, on vient pêcher ici. Près de l'embouchure, il y a de beaux poissons qui viennent de la mer et rentrent dans le canal. Voilà. Quand Gaston est rentré à Salé, François et son bateau quittaient à peine le village. Une panne de moteur les avait retardés. Tous les hommes étaient déjà rentrés de la pêche. De retour des champs, les femmes et les enfants se sont eux retrouvés au bord du canal, juste en face du village. Gaston passait par là avec sa pirogue. C'est lui qui a aidé tout le monde à traverser.
Depuis hier, le temps s'est calmé, il n'a pas plu et le ciel ce soir était dégagé. Gaston est content, demain sûrement la pêche sera bonne. C'est une belle soirée pour refaire le monde. Gaston a invité son ami Nari à manger une soupe chinoise chez Marine, le seul petit restaurant du village. Comme eux, Marine est célibataire et ne rêve que d'une chose, quitter Salé. Leur village est vraiment trop loin de tout. Nos routes sont vraiment très mauvaises et les villes sont très loin. C'est difficile de voyager. Et puis il y a beaucoup d'accidents. Ici, on n'a pas le choix. À Mahanour, il n'y a qu'un seul taxi brousse et on ne sait même pas quand il passe. Et pourtant, moi j'adore monter dans une automobile. Les deux garçons savent, eux, que les bonnes routes ne viendront peut-être jamais jusqu'au village. Ils ont donc décidé de le moderniser eux-mêmes. Nahari vient par exemple d'ouvrir une salle de projection vidéo, une grande première pour Salé. Grâce à la vidéo, je vais pouvoir montrer beaucoup de films aux jeunes du village. Ça va leur plaire, et puis ils n'auront plus besoin d'aller loin pour voir ces films. Actuellement, ceux qui veulent voir la vidéo doivent aller à 12 km d'ici. Avec Nar et sa vidéo, avec elle et son restaurant, le village se développe. Il va s'ouvrir un peu plus et je suis sûr que des étrangers viendront ici. À la même heure, François et ses passagers sont arrêtés à Nosivark, à 60 km plus au sud. Dans le bateau, certains dorment déjà. La route est longue jusqu'à Mananjar. On a parfois des pannes et on est obligé de s'arrêter souvent. Cette nuit, on dort ici parce qu'on m'a dit que 2 passagers devaient arriver demain. Ils veulent descendre vers le sud. Et s'ils arrivent assez tôt, je les emmènerai. François n'a pas de chance. Ce matin, il n'a chargé que quelques bouteilles vides et les passagers annoncés n'étaient pas là. Le bateau reprend donc sa route pour une dernière journée de voyage. Dans la nuit, le vent s'est levé. À Salé ce matin, la mer est forte et aucun pêcheur n'a pu encore passer la barre. Ces jours-là, Gaston rêve d'autre chose. Il pense à François et son bateau, il pense à partir bien sûr, à prendre sa pirogue, à remonter le canal et retourner à la ville. Mais Gaston le sait, il n'y a rien de l'autre côté de la mer. Il n'y a pas grand-chose au bout du canal et pas grand-chose sans doute à l'autre bout de ses rêves. Ah,